Ok. Donc, dans mon entreprise, en fait, c'est vraiment au quotidien, on a coutume de dire que c'est dans l'ADN de notre entreprise. Nous sommes maintenant dans une démarche de transition juste et au quotidien, dans les actions que l'on fait, enfin en tout cas dans ce que moi je fais, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'effet rebond dans tout ce que l'on met en œuvre en termes de RSE. Voilà. Et sinon, sinon, ce qui est important aussi pour nous, l'importance majeure de notre engagement RSE, c'est de pouvoir apporter la preuve des résultats, la preuve de notre engagement et la preuve des résultats. Donc, c'est mettre en œuvre des mesures, des KPI, des marqueurs forts en fait qui permettent à la fois en interne de s'assurer qu'on est sur la bonne voie et aussi par rapport à l'externe, aux ONG, aux organismes de notation extra-financière, etc. Ça marche. Merci beaucoup, Agnès. Une petite question juste, Agnès. On vous demande effet rebond, point d'interrogation. Effet rebond, je vais vous donner par exemple le cas de la 5G. Je trouve que c'est un bon cas. La 5G, alors je n'ai pas de parti pris, hein, attention dans ce que je vais dire. La 5G, on a tendance à le regarder seulement sur l'aspect gain de consommation énergétique. C'est vrai qu'à ISO data transmise, la 5G consomme moins. Donc on peut se dire c'est plutôt positif. Mais finalement, la 5G nécessite de nouvelles infrastructures, va nécessiter de nouveaux terminaux. Donc ça, c'est l'effet rebond. Et va aussi changer nos habitudes, c'est-à-dire en nous offrant un service qui va être plus rapide, plus performant, et on va augmenter aussi les volumétries de données que l'on va utiliser. Et sachant que le gros de la volumétrie des particuliers, en fait, c'est le streaming, hein, c'est la vidéo. Donc voilà, ça c'est typiquement un outil. Une technologie qui a des côtés positifs, on peut en montrer qu'un aspect, mais qui a aussi beaucoup d'effets négatifs que l'on verra dans l'usage. Merci Agnès. Ensuite, Jacques, si vous voulez bien faire le même exercice, à la fois vous présenter et nous dire ce qu'est pour vous la RSE et les enjeux de la RSE pour vous au quotidien. Donc moi, je suis Jacques Ravinet, je suis un des cofondateurs de Keepit, qui est une marque d'électroménager durable et réparable. On découvre en ce moment qu'on est aussi une entreprise RSE. Ce que je disais hier quand on a préparé cette réunion, on est les Monsieur Jourdain de la RSE. On n'a pas fait exprès. Notre objectif, c'était de créer une société pour fabriquer des produits durables, pour remplacer les produits qui se jettent, pour faire des produits réparables et en même temps pour créer de l'emploi, être inclusif et voilà. Donc, on est entré dans le monde de la RSE. Et alors, si vous deviez donner une définition rapide de ce qu'est pour vous la RSE, Jacques, qu'est-ce que vous en diriez? C'est le centre de l'activité de Keepit, c'est-à-dire de produire des produits durables, d'être totalement ouvert. Alors, on n'a pas des KPI, parce que moi je ne le dis pas, mais on est complètement ouvert, on dit tout ce qu'on fait et on fait tout ce qu'on dit. Pour moi, c'est ça la RSE. Merci beaucoup. Sébastien. J'ouvre le micro. Bonsoir à tous. Je suis donc Sébastien Martinez. J'ai l'honneur d'être le directeur général d'une association qui s'appelle CRIC Association et de ses filiales également. Et c'est une association qui forme et qui accompagne les adultes en situation de handicap vers un retour à l'emploi et dans le maintien à l'emploi. Et parmi également nos filiales, nous avons des entreprises adaptées dont la particularité est d'avoir au moins 55% des salariés en situation de handicap. Donc, la définition que je pourrais en toute humilité proposer, c'est que, à mon avis, c'est une entreprise qui intègre dans sa stratégie et dans ses actes les critères de la responsabilité sociétale et environnementale, et surtout, à mon avis, qu'il y a un dirigeant ou ces dirigeants qui sont alignés. Voilà, parce que je pense que c'est
Je me rappelle d'Isaac Getz qui parlait des entreprises libérées, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un manager qui soit tripalement convaincu. Voilà. Donc c'est une définition que je me fais de ce sujet-là. Comment elle s'incarne pour nous au quotidien? Mais c'est notre raison d'être, en fait, puisque dans la responsabilité sociétale et dans l'inclusion, il y a le fait de prendre soin du maillon le plus fragile de notre chaîne. Et parmi les plus fragiles, il y a les personnes en situation de handicap qui connaissent 2 fois plus de chômage que les personnes dites valides. Voilà, nous, c'est notre quotidien. Voilà. Ça marche. Et vous nous disiez, Sébastien, hier, en préparant le webinaire, qu'il vous fallait aussi prendre ça d'un côté très, très optimiste, très enthousiaste. Il faut avoir une vision quand même très optimiste de comment faire progresser les choses. Tout à fait. Ce que je crois, je suis moi-même manager, j'ai été manager dans des situations complexes. J'ai traversé la survenance du handicap dans une vie. Ce que je crois, c'est que ça peut être un point d'arrimage pour apporter des outils aux managers, pour intégrer la différence, tout simplement. Parce que ce que je crois, c'est que lorsqu'on sait intégrer une personne qui a un spectre autistique, par exemple, c'est pas simple. Et ce que je me dis, c'est que la façon de manager et d'ouvrir les capteurs devient bénéfique pour tous les salariés. Et donc, c'est en ça que je pense que c'est pour moi aussi une façon d'aligner pas mal de critères. Je pense aussi que c'est une façon c'est à mon avis une opportunité de stratégie de croissance. Voilà. C'est en ça que je me dis, si on le prend par la positive, si on renverse le sujet en disant à le faire, autant le faire en étant positif, autant regarder ce qu'on pourrait appeler des bénéfices secondaires. Et ce que je crois, c'est que de la différence et de la fragilité naît beaucoup de bénéfices secondaires. Voilà. Et ce que je peux observer dans des groupes qui intègrent des personnes fragiles, c'est qu'il y a une qualité de communication et de prendre soin des liens et du lien qui est prouvé et qui est éprouvé. Enfin, il n'y a pas, même pas besoin de discours quand on participe et qu'on le voit sous nos yeux. On voit de suite que la qualité de communication se retrouve sur un autre niveau. On a plus vite tendance à travailler sur les émotions, sur l'intégration des difficultés. Et voilà, je crois véritablement que c'est un vrai... on voit souvent le handicap comme une obligation, la fameuse OETH. Moi, je pense qu'au contraire, ça peut être un vecteur de croissance pour une entreprise, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Thierry, oui, pardon. On a juste une petite question autour de est-ce que c'est de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, et on a Cordula, merci Cordula, qui est une de nos professeurs et qui répond qu'effectivement en Allemagne c'est la même chose, il n'y a qu'en France qu'on fait la différence. Donc s'il y en a certains qui veulent peut-être expliquer ça. Oui, qu'en anglais on ne fait pas de différence, hein. C'est social, qui veut dire à la fois social et sociétal. Mais nous, on fait la différence. Enfin, on fait la différence. Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse la différence, mais... En social, normalement, le social, on l'applique, en tout cas dans le milieu professionnel, par rapport à notre politique interne pour nos collaborateurs. Ça rejoint beaucoup les RH. Oui. Alors que le sociétal, c'est l'impact par rapport à la société externe. Tout à fait. Enfin, externe dans l'entreprise. Complètement. Merci Agnès. Thierry. Avant tout, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, je vais essayer de me plier à ce premier exercice, Laurent. Donc, je suis Thierry Pajot, je suis le directeur général d'une association qui s'appelle Envoi, Insertion et Handicap, qui œuvre sur 2 champs, mais qui finalement, à l'arrivée, c'est le même, puisqu'on est à la fois une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée. Donc, on agit nous aussi sur le retour à l'emploi. Et notre slogan, c'est « Agissons ensemble pour l'inclusion ». Et je pense qu'avec ce slogan, on a à peu près dit quel était, dès le départ, l'ADN d'Envoi sur ce retour à l'emploi. Donc, pour moi, ma définition, je rejoindrai en partie ce qu'a dit Agnès. Il faut quand même avoir en point de mire les objectifs de développement durable, même si on ne peut pas individuellement et par entreprise intervenir sur ces 17 ODD.
mais il faut les conserver en point de mire. Et je rejoindrai également un petit peu ce qu'a dit Sébastien. Il faut que les dirigeants en aient l'âme, en aient la foi de vouloir avoir un impact positif sur la société. Et donc tout ça va se retrouver dans toute une organisation, dans un pilotage de l'entreprise qui va d'abord être très organisé sur l'écoute de ses parties prenantes. Et c'est pour ça que le sociétal ou social, pour moi, à l'arrivée, ce sont des parties prenantes. Ça va être soit nos collaborateurs, qui pour nous, pour un peu plus de la moitié, sont des bénéficiaires de l'insertion ou de l'handicap, ou effectivement la société dans son ensemble, qui peut être une de ces parties prenantes. Et donc cette organisation, elle peut nous amener très loin dans les mécanismes, c'est-à-dire que Envoi Insertion Handicap est à la fois ISO 9001, EN 9100, mais également ISO 26000, certifié, labellisé AFNOR, pour aller jusqu'à un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on était un petit peu comme Jacques, on s'est aperçu que l'on faisait comme Monsieur Jourdain, en faisant du rebond vers l'emploi, et puis en essayant d'être un petit peu plus responsable dans nos achats, en faisant travailler d'autres entreprises adaptées, d'autres entreprises inclusives d'une manière générale, en faisant un petit peu plus attention à nos dépenses énergétiques. On s'est aperçu que l'on faisait de l'ISO 26000 et on s'est dit, quitte à faire, allons directement chercher ce label qui donnera une image encore plus positive de l'association. Donc, comment ça s'intègre dans la vie professionnelle, vous l'avez compris, c'est notre mission, de toute façon, cet aspect au moins social. Et donc, on a voulu que ça soit très profondément inscrit dans l'ADN au travers de cette labellisation ISO 26000. Merci beaucoup Thierry. Arnaud? Yes, bonjour. Alors, du coup, je vais être un peu provocateur puisqu'on est dans une école de commerce. Donc, c'est quoi la RSE? C'est le libéralisme de base. C'est quoi en fait? C'est un retour en fait à ce qui s'est construit dans le tout début du XXe siècle avec le début du libéralisme. Et je vous invite à aller regarder ce que faisait Michelin ou ce que faisait Ford. Et en fait, c'est l'idée de dire que l'intérêt de développement personnel va participer au développement de tous. Le deuxième point, en fait, qui pour moi est intéressant dans la RSE, c'est que finalement, on va revenir sur des sociétés qui vont être paternalistes. Parce qu'on va s'interroger, en fait, sur quelque chose qui est essentiel dans une entreprise qu'on a oublié dans tout le XXe siècle, c'est l'humain. Et c'est l'actif premier de l'entreprise. Et donc, la RSE, pour moi, c'est d'abord d'avoir effectivement des dirigeants qui assument d'être paternalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire on va assumer le fait d'avoir des collaborateurs qui peuvent arriver le matin avec un problème et donc pas forcément bien leur mettre la pression dessus et être en capacité d'adapter son management en fonction de la typologie de collaborateurs qu'on a en face de nous. Et on découvre, et c'est assez magique en fait, que quand on revient sur cette typologie de management, finalement, on a une rentabilité qui explose. Et donc, à partir du moment où on a une rentabilité qui explose, on est bien dans du libéralisme initial, c'est-à-dire que la rentabilité de l'entreprise va permettre à chacun, de façon individuelle, à se redévelopper. Donc, voilà ce que c'est pour moi la RSE. En résumé, c'est tout simplement revenir à des bonnes pratiques ancestrales qui vont permettre à la fois de bien travailler ensemble, de faire attention aux actifs communs et pas aux actifs individuels, et de faire en sorte que chacun ait du plaisir à venir travailler tous les jours. Alors justement, c'est intéressant. Arnaud, pour vous, quels sont les défis plus, les enjeux plus vraiment au quotidien et les enjeux pratiques que vous rencontrez au quotidien dans votre entreprise? Alors, les enjeux pratiques, en fait, c'est de résister en permanence contre la pression sociétale, de revenir à des modèles avec beaucoup plus de taylorisme, c'est-à-dire que quand vous dites à des collaborateurs « je m'en fous des horaires », c'est de s'assurer en fait qu'ils ne vont pas prendre le parti de faire 9h30, 16h30 et qu'effectivement, ils vont être en capacité de travailler en fonction du besoin de l'entreprise et qu'ils ne vont pas se mettre la pression de la même façon parce qu'on a certains, on va avoir les deux modèles. On va avoir le modèle de collaborateur qui effectivement va être très régulé et puis le modèle qui va finalement être complètement déstabilisé par le fait de ne plus avoir de règles et qui va, à contrario, faire le contraire. Donc, la première chose en fait qui est compliquée dans ces modèles de management nouveaux au niveau de la RSE, c'est effectivement
de casser tout ce modèle qui nous est imposé et qui nous est imposé par un mauvais taylorisme sur des sociétés de services. Le deuxième sujet, c'est cette capacité à bien faire comprendre que quand l'entreprise gagne, il faut absolument qu'il y ait une redistribution de ce que l'entreprise gagne. Et la redistribution, ce n'est pas forcément de la monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est aussi, par exemple, le développement d'activités complémentaires. Et donc, voilà les deux gros sujets. Merci beaucoup. Notre dernier invité ce soir, Jean-François. Bonjour à tous. Alors, je participe tous les mois à ces réunions, mais là, je ne vais pas intervenir beaucoup parce que je n'ai pas pu préparer avec mes collègues, je n'étais pas disponible hier. Je voudrais juste dire une chose. Je suis consultant dans le domaine de la stratégie dans les grandes entreprises, et plus le temps passe, plus je m'éloigne des problématiques économiques et technologiques et je me rapproche des questionnements philosophiques. Pourquoi ? Parce que ce que je vois dans les stratégies d'entreprise, dans les grands groupes, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans la métallurgie, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la construction métallique, tout ce que je vois de ces grands groupes me laisse penser que la RSE aujourd'hui n'en est qu'à un tout petit début de balbutiement de prise de conscience. J'ai la nette impression que si rien ne bouge dans des proportions nettement plus importantes, on peut se faire du souci pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et quand on parle de RSE, pour l'instant, je ne sais pas que je veux contredire mes collègues là, mais je pense qu'il y a absolument besoin de changer le braquet dans des proportions gigantesques. On est dans l'ère de l'anthropocène. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de rompre avec une logique extractiviste pour entrer dans une logique de régénération. Et à ma connaissance, aucune, je dis bien aucune des grandes entreprises qu'il m'a été donné d'étudier du point de vue de la stratégie n'est dans cette philosophie-là. Pour l'instant, on gratte en surface, on écrit des gros rapports, mais surtout avec des gens qui ne sont même pas au comité de direction, qui sont dans des placards dans les grands groupes et on ne sait pas quoi en faire. On leur demande de faire un rapport sur le RSE avec le plus d'images possible et le plus de volume possible, c'est tout ce qu'on fait. Je ne connais aucune stratégie d'entreprise qui soit sérieusement impliquée dans une réflexion sociétale et environnementale pour de bon. Je m'arrête là, hein, parce que... Merci, mais peut-être qu'on y reviendra. Justement, ça me fait penser à une première question pour l'ensemble de nos intervenants, mais est-ce que vous pensez qu'il y a justement une dimension relativement plus aujourd'hui générationnelle, en tout cas qu'il y a une prise de conscience plus générationnelle, et que la génération montante que l'on voit nous aujourd'hui dans l'école et que nous formons aujourd'hui, notamment au sein de TBS, va être en capacité d'amener, on va dire, beaucoup plus cet élément-là, ou est-ce qu'effectivement, ça reste, de Jean-François, pour l'instant au stade un petit peu encore de l'utopie et surtout des bonnes paroles? Moi, je voudrais d'abord réagir à ce que vient de dire Jean-François. Je pense qu'il faut faire peut-être une différence entre les entreprises, des PME, et j'en représente une, puisqu'on est un petit peu plus de 100 personnes, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'a pas de communication extra-financière. Et donc, pour nous, la RSE, ce n'est pas du blabla, c'est des actes au quotidien, c'est notre mission, c'est notre ADN. Et c'est le chemin sur lequel on veut être dans l'écoute de nos partenaires, dans l'écoute de nos collaborateurs. Et ce n'est pas juste pour faire des jolis rapports. Donc, je reste intimement persuadé qu'il n'y en a peut-être pas encore assez, mais qu'il y a d'autres entreprises sincères. Et je ne peux pas croire que nous soyons la seule entreprise sincère. Des entreprises sincères, il y en a. Il y a aussi, comme tu l'as dit Jean-François, des entreprises qui le sont un petit peu moins, et qui font effectivement du joli habillage et de la belle vitrine sur l'extra financier. Et qu'il faut passer cette seconde, comme tu l'as dit, et que ces gens-là, en tête, ces grands groupes, puisque c'est surtout ceux-là que tu citais, ces grands groupes arrivent finalement à faire un petit peu autre chose que uniquement cet habillage. Si je peux répondre à la question qui a été posée sur la génération ou le générationnel, je vous invite à regarder l'entreprise qui s'appelle Plastic Odyssey. Je vous invite à regarder ces entreprises qui sont aussi sur tout ce qui est Earthship Sister, pour ces sujets-là. Ce ne sont que des jeunes dirigeants. Mais quand je dis jeunes dirigeants, vous les voyez en photo, etc. C'est vraiment des jeunes sortis d'école. Plastic Odyssey, c'est quand même une aventure extraordinaire, hein. C'est quelqu'un
qui sillonnent les mers avec un énorme bateau et qui ramassent le plastique. Donc, c'est une belle initiative. Donc, est-ce que c'est générationnel? J'espère pas. En tout cas, c'est un moteur fort. On est passé à des générations, il me semble, qui avaient besoin d'avoir un bonheur au travail, un sens au travail. Donc là, il faut qu'en plus, c'est un sens pour certains sociétals. Et ce qu'on peut regretter dans la première question, on avait imaginé, dans la préparation, on s'était dit, est-ce que c'est que le générationnel? Est-ce que c'est que les jeunes? J'espère que non. Voilà, parce que ce ne sont pas les jeunes qui sont aux manettes des grands groupes. Ce ne sont pas les jeunes qui sont dans les gouvernements, puisque je n'ai rien contre les personnes, évidemment, de plus de 60 ans. Il faut aussi qu'ils participent au débat et aux décisions. Mais quand on regarde les sénateurs et les députés, il n'y en a aucun ou très peu qui a moins de 30 ans. Voilà, donc je pense que, en tout cas, pour intéresser les jeunes à venir vers l'entreprise, il faut leur parler de ce type de démarche-là, c'est évident, parce que ça n'a pas de sens. Enfin, à un moment donné, sinon, pour eux, ça ne fera plus sens. Pour les plus pessimistes, il nous reste 10 ans à vivre, quoi. Voilà, si je pousse le truc. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, toute démarche entrepreneuriale qui n'irait pas ou qui n'intégrerait pas des choses du type de RSE, voire qui irait dans le sens de la destruction de notre patrimoine, n'aurait plus de sens. Et à un moment donné, ça n'a plus de sens. Voilà. Et donc, comme je pense, parce que j'ai une ado à la maison et que je travaille avec quelques jeunes, je pense qu'ils sont très éveillés par rapport au sens de l'entreprise et du travail ensemble. Je pense que c'est une génération, oui, qui est très sensible sur ces critères-là, très sensibilisée. Et il ne faut pas oublier que ce sont des gamins qui entendent depuis tout petit à l'école parler de recyclage, parler de choses comme ça. Moi, j'ai 45 ans, quand j'étais à l'école maternelle ou au primaire, on ne me parlait pas de recyclage ou de fermer le robinet ou d'éteindre la lumière. Voilà. Donc, oui, je pense que, en tout cas, les générations qui arrivent sur le marché du travail, si on veut les intégrer et les intéresser, il faut ces critères-là, me semble-t-il. Alors, si je peux intervenir moi aussi, si c'était vraiment générationnel, je pense qu'on n'aurait, nous, pas fondé notre société. Par contre, je pense que Jean-François a une bonne analyse là-dessus, c'est que pour pouvoir être une société différente, pour pouvoir être une société qui veut transformer le monde, parce que c'est notre envie, hein, on transforme le monde à partir de l'électroménager. On pense que les anciennes sociétés auront bien du mal. Quand je dis anciennes sociétés, anciennes entreprises auront bien du mal, en effet, à évoluer. D'autant plus que quand on voit beaucoup de greenwashing, on voit beaucoup de toutes ces choses-là, et nous, on était des sondeurs avant de devenir des industriels. Et on a fait beaucoup d'enquêtes sur ce qu'on allait faire dans l'électroménager durable. Et le message principal qu'on avait, c'était que les gens ne croyaient pas les anciennes entreprises. Parce que pourquoi elles auraient pendant des années menti sur leurs produits, raconté n'importe quoi sur leurs produits et maintenant diraient la vérité. Donc je pense qu'en effet, il y a une génération de nouvelles entreprises. Maintenant, est-ce que c'est une génération d'hommes ou de femmes? J'en suis pas sûr, mais une génération de nouvelles entreprises, oui, elle est en train d'arriver. Moi, je voudrais donner... Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, Agnès. Oui, merci. Donc, moi, je voulais répondre par rapport à l'aspect générationnel. Donc, moi, ça fait longtemps que je travaille dans le développement durable, même avant d'intégrer le groupe La Poste et la Banque Postale. Il y a incontestablement une question de génération parce qu'il y a une sensibilisation, effectivement, depuis le plus jeune âge. Moi, j'y suis sensible, même si je ne suis pas voilà, une jeune, mais j'ai beaucoup de mal... j'ai toujours eu du mal en fait auprès des gens et des dirigeants de ma génération de faire bouger les lignes. Et justement, toute cette nouvelle génération qui arrive aide à faire bouger les lignes. Et c'est beaucoup plus simple aussi maintenant, ça a beaucoup plus de poids pour faire bouger la société civile et le monde de l'entreprise également. Et ensuite, par rapport aux grands groupes, alors effectivement, il y a beaucoup de greenwashing. Hein. Moi,
je trempe dedans voilà, depuis pas mal d'années. J'étais aussi avant consultante sur l'accompagnement au changement et aussi sur ces questions de développement durable. Et il y a quand même voilà, des groupes qui sincèrement font bouger les choses. C'est important. Alors forcément, moi, je parle du mien, mais il y en a quand même d'autres. Et ce qui est important aussi de regarder, c'est qu'il y a des organismes de notation extra-financiers qui sont indépendants. Il y a des ONG aussi qui regardent ce qui se passe. Et il y a quand même quelques grands groupes qui essayent d'être vertueux, enfin qui le sont, mais il y en a la grande majorité qui ne le sont pas du tout et qui font beaucoup de greenwashing. Donc voilà, et dans tous les cas, il y a beaucoup aussi d'entreprises, de PME, ou de grands groupes qui connaissent l'urgence à agir aussi. Donc ils n'attendent pas forcément que la jeune génération qui arrive dans leurs équipes pour se mobiliser. Et voilà, il y a quand même un grand mouvement de fond. Je participe à voilà, quelques groupes de travail avec quelques grands groupes et ça bouge surtout sur mon sujet, celui du numérique responsable. Et on sait qu'il y a urgence absolue à faire. Voilà. Justement, Agnès, puisque vous aviez la parole, intéressant cette notion de numérique responsable. On sait que le numérique n'est pas toujours associé à une idée on va dire, d'écologie très, très responsable parce que ça consomme une énergie phénoménale et ça fait tourner beaucoup d'énergie, beaucoup de centrales pour faire tourner tout ça. Donc, en quelques mots, en quoi on peut dire que le numérique peut être responsable? Alors déjà, je vais vous donner quelques informations. C'est que le numérique, ça représente 10% de la consommation mondiale d'électricité. C'est colossal. Alors le numérique, parce que c'est une des données, puis je sais que dans les questions, dans le sondage, il y a une question sur la part de CO2 du numérique dans les consommations, dans les impacts mondiaux. Alors le numérique responsable, nous, de quelle façon c'est abordé dans les entreprises? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect Green IT, où on est vraiment là sur l'éco-conception, sur avoir une approche ACV de tous les produits qu'on va développer, sur les usages, tout ce que l'on va acheter comme matériel, et essayer d'avoir de la frugalité dans nos usages, dans les matériels que l'on utilise et dans les solutions que l'on développe pour nos clients. Et ensuite, il y a vraiment les aspects sociétaux. Dans le numérique responsable, on essaye d'intégrer toutes ces notions d'électronisme, de fracture du numérique, d'inclusion, de handicap dans tout ce que l'on développe. Et il y a également aussi cette notion, tout ce qui est lié au développement de l'IA, d'être assez vertueux dans les usages que l'on fait. Il ne faut pas abuser aussi de tout le potentiel de l'intelligence artificielle et s'impliquer à travers le numérique responsable sur un usage modéré et juste. Voilà. Donc nous, on mesure en fait en permanence nos activités, notre infrastructure, et on essaye de trouver des leviers pour en réduire l'impact. Et c'est vraiment le mot d'ordre, c'est d'essayer d'avoir de la frugalité, de la sobriété. On aborde souvent trois domaines, trois périmètres. C'est ce qu'on appelle le IT for Green. C'est faire en sorte que l'informatique apporte un plus pour l'écologie. Il y a le Green for IT, c'est faire du numérique responsable. Et le IT for Human, c'est le IT au service du progrès humain. Donc c'est là tous les aspects sociétaux, accessibilité, fracture, électronisme, etc. Merci. Une question aussi générale, mais peut-être un peu plus pour Jacques ou pour Arnaud, Jacques et Arnaud. Si on se dit qu'on arrive à refaire des produits qui durent plus longtemps, qu'on les gère mieux, qui soient mieux adaptés à nos usages et je dirais qu'on en consomme moins de façon jetable, qu'est-ce qu'on peut dire de l'équation économique? La consommation et notre société de consommation soutient la croissance, et que si on fait des objets qui durent 30 ou 40 ans ou 50 ans, forcément on va être amené à moins consommer. Oui, c'est l'objectif. C'est clairement l'objectif. C'est de consommer mieux, c'est de consommer moins de matière, c'est de mieux partager des choses. Oui, mais je vais même aller beaucoup plus loin et être contre mon camp. Là derrière moi, il y a une bouilloire, c'est notre premier produit.
La meilleure bouilloire, si vous n'en avez pas besoin, c'est de ne pas l'acheter, hein. Donc nous, on veut vendre des produits aux gens qui en ont vraiment besoin pour qu'ils les gardent toute leur vie. Oui, on veut, et on fait en plus, on fait pire, c'est qu'on fait des produits qui sont donc qui vont durer longtemps, qui vont être réparables, mais en plus qui sont multifonctions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remplacer plusieurs produits avec nos produits. Alors, ce ne sera pas le cas du lave-linge, mais sur la bouilloire, elle remplace plusieurs produits. Notre grille-pain, il va remplacer plusieurs produits. L'objectif, c'est consommons moins de matière et partageons mieux. Juste sur ces concepts de croissance, encore une fois, revenons au passé, hein, la croissance à 2 chiffres, c'est une connerie du XXe siècle, donc il faut juste arrêter. C'est-à-dire que la croissance économique sur la consommation des produits, ce n'est pas ça qui fait vivre les sociétés. Ça fait vivre quelques financiers qui ont complètement dévalorisé ce qui était réellement le libéralisme pour devenir des sociétés financières, mais ce n'est pas ça le sujet. Je vais vous donner un exemple en fait, de développement autour de l'économie circulaire peut-être qu'on n'analyse pas bien, c'est le développement du monde de l'automobile. Dans le monde de l'automobile, en fait, aujourd'hui, le chiffre d'affaires constitutif de chez Renault, il est beaucoup plus important sur la partie SAV, sur la partie service, que sur la partie vente de voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des vendeurs de bagnoles qui sont prêts à vous vendre des bagnoles avec des retours sur investissement qui sont très faibles, voire négatifs. C'est-à-dire qu'ils sont même capables de vous vendre des voitures à perte, parce que derrière, en fait, ils savent très bien que proposer une voiture qui va durer très longtemps, qui va avoir une durée de vie très longue, c'est derrière en fait s'assurer d'avoir une relation servicielle avec le client sur le long terme. Donc cette RSE, cet engagement sociétal, effectivement, il peut être compensé par le développement de services complémentaires qui vont accompagner la relation client sur le très long terme. Donc on remplace une consommation bête et méchante avec des produits qu'on change toutes les 5 secondes par une consommation servicielle dans laquelle on remet du rapport humain. Juste un petit commentaire par rapport aux remarques qui ont été faites sur le chat. Le paternalisme, c'est bien évidemment pas et surtout pas la relation inféodée parent-enfant. Ça, c'est ce qu'on pensait dans les années 80-90. Quand moi, je parle de paternalisme, c'est la cellule familiale, c'est-à-dire qu'on va faire attention les uns aux autres. On va faire attention à son épouse. On va faire attention effectivement à ses enfants et non pas dans une relation hiérarchique bête et méchante, mais dans une relation où on va faire attention à l'état dans lequel il est au moment où on parle par rapport aux besoins qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et c'est pour ça que, de la même façon, sur la consommation, on ne va pas essayer d'imposer à son client d'acheter un nouveau produit parce qu'on change la couleur du téléphone portable tous les jours, mais on va justement essayer de l'accompagner dans l'utilisation de son produit. Et donc, on bascule d'une société linéaire de consommation de produits sur une société effectivement qui va consommer plus de services et qui va remettre l'humain, la relation servicielle entre les acteurs de façon beaucoup plus importante. Merci Arnaud. Une autre question est peut-être un peu plus orientée pour Sébastien et Thierry. Si on parle notamment de la notion d'insertion et de handicap, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une vraie prise de conscience de la part des entreprises, ou est-ce qu'on en est toujours à parce qu'il y a du légal derrière, il y a du réglementaire, parce qu'il y a un certain nombre d'injonctions légales qui font que le handicap est mis en avant, ou alors il y a une vraie prise de conscience au-delà de la dimension légale du sujet. Désolé Thierry, je commence parce que en fait, je rebondirai sur ce qu'a dit Jean-François Simonet quand il parle de est-ce que c'est du vernis ou est-ce que c'est en profondeur. Aujourd'hui, c'est clairement du vernis, c'est clair. Donc aujourd'hui, un vrai alignement sur ces sujets-là, il n'y en a pas. Des gens bien intentionnés que je rencontre, je présente ce que l'on fait, etc. Ou alors on fait des forums. C'est l'effet, vous savez, l'effet journée forum. Tout le monde est super enthousiaste, etc. On s'échange les cartes. Quand il faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. Le Covid, le premier truc qui a pété, ce sont ces sujets-là. Alors que c'est un moment où il faut prendre, à mon avis, soin encore plus des plus fragiles. Mais évidemment que la priorité des RH, c'était absolument pas de favoriser ce type de choses-là. Ils vont répondre, mais attendez, il faut déjà que je trouve du boulot pour mes CDI. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, c'est du vernis, il faut se le dire. Des gens pleins de bonnes intentions, il y en a, et c'est tant mieux. Je pense que oui, il y a des entreprises qui sont quand même alignées, qui font des choses. Hein. Je citerai les mécénats du groupe Altran quand même, parce qu'ils ont beaucoup avancé, ils font des choses très concrètes. Mais à côté de ça, moi, ce que je perçois,
c'est une quantité de contacts et de renseignements qui augmente, mais toujours très peu de passages à l'acte. Très peu de passages à l'acte. Exemple très précis, on a un CFA-H, c'est-à-dire qu'on intègre des personnes en situation de handicap en situation d'apprentissage. Avantage de l'apprenti en situation de handicap, pas de barrière d'âge, on peut être apprenti en 45 ans, et donc ça veut dire qu'il a un background. Donc ça veut dire que j'ai même renversé la problématique en disant, je vous mets quelqu'un d'opérationnel rapidement, enfin, j'essaye vraiment de trouver un peu tous les axes pour intéresser la personne qui a une problématique de production, que je connais parce que j'étais à leur place il y a moins de 2 ans. Et maintenant, ça ne se transforme pas. C'est-à-dire qu'il faudrait quelqu'un de déjà diplômé, enfin, voilà, vraiment, ce que je constate moi aujourd'hui, c'est que c'est du vernis. Voilà, pour vraiment passer dans le concret. Voilà. Donc, pour le moment, l'obligation ETH, ça me va bien, parce qu'il y a au moins encore cette obligation pour mettre le pied dans la porte. J'ai hâte qu'on passe à une obligation de moyens, à une obligation de résultats, quoi. Voilà. Ça fait un peu tarte à la crème, ce que je veux dire là, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment hâte qu'on ne soit plus sur une obligation, mais qu'on soit sur une intention, un alignement. Quand je vous disais tripalement convaincu tout à l'heure, c'est de cet ordre-là. Aujourd'hui, si on est toujours le poil à gratter en disant ouais, non, il faut aussi s'occuper des handicapés, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Voilà. Donc, je laisserai Thierry, sa réponse, il a peut-être une vision différente, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que c'est assez compliqué d'avoir des gros industriels qui jouent le jeu. Voilà. Thierry, d'accord avec cette vision ou quelque chose d'un peu différent? Moi, je suis fondamentalement un utopiste. Donc, je ne vais pas m'aligner Bastien, mais sur certains aspects, je ne peux pas aller contre ce qu'il a dit. Je pense qu'on a deux catégories de partenaires. Et j'aurais tendance à dire, nous, on a des partenaires, on n'a pas des clients. Voilà. Et ces partenaires ne sont pas attachés justement à ces aspects légaux. Ils sont là, ils nous aident. On a souffert du confinement, on a même énormément souffert du confinement, mais on a des partenaires clients qui ont maintenu certains de nos effectifs au détriment des leurs. Donc, c'est possible. Après, je ne vais pas vous dire que tous les clients partenaires nous ont maintenus au détriment des leurs. Et je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a quelques-uns qui pourraient être dans la mauvaise colonne par rapport à d'autres qui vont les citer dans la bonne colonne. Ça va dépendre des contrats, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que si on a un prospect, puisque là, effectivement, on est sur le business, on est sur du service, hein, on est des sociétés de services qui mettons à disposition de la main-d'œuvre, des unités d'œuvre pour pouvoir remettre des gens à l'emploi. Donc, il faut que des entreprises, quelle que soit leur taille, nous achètent ces services. Voilà. Donc, quand on a un prospect qui vient nous voir en nous disant exclusivement, vous savez, je paye 3% de ma taxe AGFIP et comment je peux pour passer à 6 et limiter, et si son seul objectif, c'est de limiter ces 3% de taxe AGFIP, on sait que ça va pas le faire. Ça ne va pas durer, ça ne va pas maintenir. On va faire un coup, mais on n'ira pas plus loin que de faire un coup. Après, on a des gens qui ont une vraie démarche et qui nous approchent. Voilà, moi, dernièrement, sur ce début d'année, on a gagné un projet de réparation de jouets. Voilà, une société française qui a décidé de réinternaliser en France sa fabrication et son SAV et nous a confié 100% de son SAV. On a créé 5 emplois en insertion. Mais voilà, je pense qu'on fait avec les KPI identiques à une entreprise normale. On fait du très bon boulot, on tient les délais avec des gens en insertion, mais on a une entreprise qui avait pris la décision de se dire c'est un travail que je vais confier à une entreprise d'insertion. Voilà. Et c'est la démarche. Et ils n'ont pas cherché quelles étaient l'économie qu'ils pouvaient faire. Voilà. Donc, moi, je suis plus mesuré. Effectivement, des prospects qui nous disent moi, je veux juste réduire ma taxe AGFIP et qu'est-ce que je gagne à faire de l'insertion, comment l'État va me rétribuer à faire de l'insertion. Et quand on lui dit vous allez rire, mais il n'y a rien à gagner, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que pour l'insertion, il n'y a strictement rien à gagner, quoi. Hormis que l'on va pouvoir effectivement former un vivier
et que ce vivier, il va pouvoir potentiellement rebondir chez le client partenaire qui nous a fait confiance. Voilà. Et on a des clients partenaires qui ont du mal à trouver des collaborateurs, même sans diplôme, d'accord, qui ont juste l'appétence à leur métier. Et en nous confiant ces métiers, ben, nous, on va trouver des gens avec qui on va cultiver cette appétence et qui vont pouvoir rebondir justement chez nos clients partenaires. Donc, je suis plus mesuré, il y a les deux mondes, j'aurais tendance à dire. Et le Covid, moi, j'aurais tendance également à dire, à peut-être un petit peu plus creuser l'espace entre les deux mondes. Voilà, entre les plus sincères et les moins sincères. Je voudrais juste remercier Thierry. Oui, je te remercie. Je reviens juste sur le côté générationnel où, à côté d'Envoi, j'ai le plaisir de diriger une petite association qui s'appelle Planète RSE. Et les adhérents de Planète RSE ont une moyenne d'âge relativement élevée, j'aurais tendance à dire. Voilà. Et donc, je crois que Jacques en est un bon exemple. Je pense que mes cheveux blancs en sont un bon exemple. Arnaud, je ne vais pas te mettre dans la catégorie des genoux. Je pense qu'on est quand même nombreux dirigeants d'entreprise à être engagés et à être engagés malgré notre âge. Donc, je crois que je rejoindrai plus la définition de Jacques, où on est plutôt sur des, entre guillemets, des jeunes entreprises avec une volonté de faire autre chose autrement qu'avec obligatoirement des jeunes personnes. Les jeunes sont utopistes et c'est le rôle qu'on leur demande. Après, il ne faut pas oublier que les jeunes qui sortent aujourd'hui, c'est des jeunes qu'on a éduqués et qui, du coup, en fait, ont un fondement que, effectivement, des générations avant ont pu amener. Moi, ça fait 25 ans que je fais du déchet. Le mouvement, en fait, c'est un mouvement de fond qui n'est pas générationnel, mais qui est vraiment un mouvement humaniste global. D'ailleurs, dans le milieu du XXe siècle, certains avaient dit le 21e siècle sera spirituel ou pas. On est en train en fait de se rendre compte au travers de ce rapprochement vers ce qu'est notre terre et sa protection, vraiment vers ça. Donc je pense que ce n'est pas un sujet de génération, c'est plus un sujet d'humanité globale. Parce que si on n'avait que les jeunes qui pensaient qu'il faut changer le modèle, alors ils nous bousculent, ils nous entraînent, c'est sûr. Ils permettent à des générations qui sont installées dans du marbre depuis des années à bouger. Mais je pense qu'ils ne sont pas tout seuls, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas prêt d'y arriver. Et oui, tu peux me mettre dans les vieux, il n'y a pas de problème. J'ai passé les 40 ans, donc j'assume. Donc 40 ans et la barre. C'est cool. J'ai l'impression que la barre, ça baisse d'année en année. Faut toujours en trouver une de barre. Tu sais, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ouais, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Thierry. Oui, Thierry, d'abord, merci. Quand j'ai un coup de moins bien, j'appelle Thierry, donc après, ça va mieux. Et le deuxième sujet, il y a quelque chose de très, très intéressant qu'il a dit. Si on recrute quelqu'un parce qu'il est TH, donc travailleur handicapé, on se trompe. RQTH n'est pas un diplôme. Je le dis à chaque fois. Par contre, si on regarde comme n'importe qui la valeur ajoutée qu'il va apporter et le plaisir qu'il va prendre au boulot, bon, voilà. Donc on revient sur l'histoire de sens où je parlais tout à l'heure. Il ne faut pas recruter un RQTH parce qu'il est RQTH, mais parce que lui aussi va apporter quelque chose. Sinon, la greffe ne prend pas, c'est clair. Je profite de ce que disait Thierry à l'instant et ça me permettra peut-être de redonner la balle à Agnès. La période effectivement 2020 marquée par la période Covid et donc par ce que nous faisons un petit peu ce soir, c'est-à-dire du distanciel, hein, du webinaire. Finalement, est-ce que ces nouvelles pratiques qui vont peut-être s'installer de façon beaucoup plus définitive dans les entreprises, notamment on parle beaucoup du télétravail, sont aussi un moyen de répondre à une certaine forme d'éco-responsabilité en termes de mobilité? Je sais qu'Agnès, vous travaillez sur ces sujets-là. Oui. Alors, le télétravail, il y a des bons et des mauvais côtés, bien sûr. Le bilan est plutôt mitigé, on va dire. Alors, sur les sujets d'écomobilité, enfin, moi, je travaille en faveur de la réduction de l'autosolisme pour nos collaborateurs. Donc, on a mis en place plein d'actions, mais malheureusement, tout a été mis entre parenthèses. Donc, au niveau RSE, ce que l'on a fait, c'est par exemple mettre en place du covoiturage avec une application du marché qui marche très bien. Ça, on l'a lancé au niveau national, ça a très, très bien fonctionné. Fin 2019 et début 2020. On a mis en place aussi des aménagements sur nos sites pour favoriser l'usage du vélo, des voitures hybrides, électriques.
des trottinettes, enfin tout ce qui est nouvelle mobilité. On a mis en place aussi une navette sur un de nos sites pour pousser nos collaborateurs à utiliser les transports en commun. Voilà. Et sinon, pour le télétravail, de façon générale, au niveau de la RSE, ce qui est important, en fait, c'est de mesurer toujours l'impact, hein, c'est-à-dire nos collaborateurs pour leur bien-être, ça c'est un aspect RSE, idéalement, il faut les équiper d'un deuxième écran qu'ils mettraient chez eux, un pour le travail, un pour la maison. Mais finalement, si on double les écrans, quand on sait que le matériel, ça représente à peu près les 2/3 des impacts du numérique, donc ce n'est pas forcément une bonne solution. Donc, en fait, en termes de RSE aussi, on peut réfléchir en termes de bureaux, d'espace, de mètres carrés utilisés. Est-ce qu'il ne faut pas tous passer au flex office au final pour utiliser moins de mètres carrés et avoir moins d'empreintes énergétiques pour chauffer nos locaux ou les climatiser Voilà, donc il y a beaucoup de questions par rapport au télétravail. Ça a changé indéniablement nos pratiques, mais en termes d'impact, ce n'est pas très positif. Voilà. Parce qu'il faut quand même chauffer nos locaux, par exemple, et chauffer les habitants. Voilà. Donc certes, on gagne en termes de mobilité, mais on ne gagne pas sur les autres aspects. Nous, cette période a favorisé, d'une certaine manière, mais malheureusement favorisé, notre combat contre l'électronisme. Donc, on fait de la médiation numérique, on fait de l'inclusion numérique à proximité des bénéficiaires. On a un double atout, hein. Donc on est entreprise d'insertion, donc on a toute une équipe socio-professionnelle et on est à la fois reconditionneur de PC, donc on vend des PC de deuxième main. Et on a vu avec cette période du confinement des gens dans l'obligation d'être en télétravail et qui n'avaient absolument pas la capacité de pouvoir travailler sur ces machines parce qu'ils n'en avaient pas les compétences de base, sans parler après effectivement de l'aspect purement matériel, où vous vous retrouviez à 5 ou 6 personnes dans une maison avec un PC, dans le meilleur des cas, quand il y en avait un. Et donc, ça a quand même mis vraiment en avant cette grosse difficulté, cette grosse nécessité d'accompagner toute une tranche de la population sur le bas à bas de l'informatique. On a, nous, des gens en insertion, par exemple, hein, qui sont dans l'incapacité de se connecter à un site Pôle emploi pour aller chercher du travail. Et ça, c'est des choses qu'il faut, via une électronique et donc une informatique un petit peu plus responsable, réussir à travailler ensemble avec la Poste, avec d'autres. C'est une des raisons pour lesquelles Envoi a été un des fondateurs du hub pour l'inclusion numérique en Occitanie et qu'on travaille et d'arrache-pied sur ce hub pour essayer d'incorporer un maximum de personnes sur ces capacités à l'informatique. Merci Thierry, merci Agnès. On n'arrive pas loin de la fin de ce webinaire. J'avais une question générale pour tous nos intervenants, tous nos invités. On entend encore assez souvent une opposition entre RSE et performance économique. D'abord, qu'est-ce qu'on peut en dire et surtout, quels sont les arguments que l'on peut mettre en avant et que l'on peut déployer pour démontrer que cette équation n'est pas vraie? Alors, déjà, je vais juste commencer pour préciser que la RSE, en fait, n'empêche pas la performance économique. La RSE, c'est justement trouver cet équilibre entre la performance économique, le cœur de notre business, et les impacts sociaux, sociétaux et écologiques. Donc, ce n'est pas antinomique au final. Et on peut trouver, et au contraire, la RSE, s'impliquer vraiment dans la RSE, ça peut donner de la plus-value et de la valeur à ce que l'on fait. Et comme on sait que les Français, et même de par le monde, mais surtout les Français, sont de plus en plus sensibles, regarde l'origine des produits, la façon dont il est géré, dont il est recyclé, en fait, sur son cycle de vie. Donc, c'est plutôt un atout au final, et ça peut être source de nouveaux business et de crédibilité aussi d'un business existant. Oui, moi, je suis complètement d'accord. Nous, on s'est construit sur la RSE, même si on ne l'a pas fait exprès.
on s'est construit sur la RSE. Et c'est notre équation économique d'être cette fondation-là. Donc, pour nous, il n'y a, y a même pas de sujet en fait là-dessus. On est une entreprise privée qui doit pouvoir vivre, qui doit pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir payer ses salariés et pour pouvoir développer d'autres produits. Donc, oui, c'est une équation économique qu'on a pris en compte et basta. Voilà, c'est tout. Et ça nous aide de toute façon, en effet, à toucher nos clients, nos keepers, qui viennent vers nous parce que nous sommes comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire la démonstration faite, on est là. Après une année 2020 que l'on a vécue, ce début de 2021, on est des entreprises qui existent encore, voilà, et qui vont continuer à exister. Donc, on est des entreprises qui faisons travailler, pour ma part, plus de 100 personnes et qui, sur l'année 2020, ont eu un bilan, puisqu'il est déclaré aujourd'hui, positif, malgré les difficultés que je vous ai dit tout à l'heure liées à ce confinement. Donc, ce n'est pas antinomique, loin s'en faut. Donc, on peut faire de la RSE, on peut prendre soin de ses collaborateurs, de ses clients, de ses parties prenantes, et tout en gagnant, effectivement. Juste, moi, un commentaire. En fait, tu gagnes plus d'argent quand tu fais de la RSE que quand tu n'en gagnes pas, quand tu n'en fais pas. Il ne faut pas confondre en fait résultat net et chiffre d'affaires. Aujourd'hui, quand tu fais de la RSE, tu as en fait un résultat net qui est bien supérieur à ce que tu fais quand tu fais du pauvre chiffre d'affaires. Parce que quand tu fais des produits de merde qui sont vendus à 2 balles, finalement, ton acheteur, il sait que c'est des produits de merde. Donc, toutes les 5 minutes, il va te demander moins 10%, moins 10%, moins 10%. Et on arrive dans la société de consommation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter les salaires parce qu'on n'a pas la capacité en fait, d'augmenter les salaires. Donc, on a des collaborateurs qui ne sont pas dans un espace bienveillant. Donc forcément, qui ne vont pas forcément bien travailler, qui ne vont pas avoir l'esprit détaché, etc., etc. Donc toutes les externalités négatives du modèle consumériste classique fait que finalement, tu ne vas pas perdurer, puisqu'à un moment donné, tu vas être dans un modèle où tu dois faire toujours plus, toujours plus, toujours plus en termes de quantité et pas de qualité. Quand tu es dans une démarche RSE, tu vas faire des produits de qualité. Monsieur, tout à l'heure, disait qu'il faisait des produits qui étaient là ad vitam. En fait, s'il fait, c'est un produit qui est présent ad vitam, il va associer des services, il va avoir des collaborateurs qui vont être justement payés, qui vont être bien payés. Et donc, potentiellement, comme le disait Henry Ford, encore une fois, revenons au début de toute cette merde, l'important, c'est de faire des produits que mes collaborateurs vont pouvoir acheter. Et donc, le succès de Ford, c'est de faire une Ford T que n'importe quel ouvrier peut acheter à un moment donné. Et c'est ça, en fait, une des clés de la RSE, c'est des produits de qualité, des collaborateurs qui sont bien payés, justement payés, pour pouvoir eux-mêmes devenir des consommateurs, etc., etc. Juste ajouter, peut-on encore décemment se poser la question? Je pense qu'on oui. Moi, je voudrais dire un mot à ce sujet. Tout à fait. Je vais introduire une petite dissonance, si vous voulez bien, parce que j'ai longtemps pensé qu'il n'y avait pas de hiatus entre performance économique et RSE, et maintenant, je crois qu'il est peut-être impossible de réconcilier ces deux termes-là. Je ne suis pas du tout sûr qu'avec les lois de fonctionnement de l'économie aujourd'hui, un développement puisse être durable. Je ne pense pas qu'un développement puisse être durable. Ça ne remet pas en cause ce que chacun de mes collègues fait dans sa niche d'activité, j'ai envie de dire. Mais en consolidé, quand j'essaye, moi qui interviens dans la stratégie de grands groupes, je n'arrive pas à concevoir que le développement tel qu'il le conçoit aujourd'hui puisse être durable. Je n'y arrive plus. Jusqu'à une dizaine d'années, j'y arrivais. Maintenant, c'est terminé, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, je n'ai plus les éléments. Je pense qu'il va falloir de très, très grands changements pour que comment dire, la vie des entreprises. L'entreprise est une nouveauté, une donnée à l'échelle de l'histoire totalement neuve et très, très positive. C'est une façon d'organiser collectivement des activités, d'une façon définitivement positive et intéressante. Mais par contre, il y a besoin de nouveaux outils parce que tous les outils qui sont qui encadrent l'activité économique
ne permettent pas d'envisager, à mon sens, aujourd'hui, une économie qui soit à la fois performante et durable. Ça me semble antinomique. Merci Jean-François pour cette réflexion. Nous arrivons à la fin rapidement. Un mot de conclusion chacun de nos invités. Si vous deviez donner un mot de conclusion ou un leitmotiv que vous avez au sujet de la RSE, quel serait-il? Et en même temps, je vois que Sylvie affiche les résultats du petit sondage. Si vous deviez donner un mot de conclusion, Agnès? Alors moi, je dis agissez et soyez dans le vrai, c'est surtout ça. C'est pas tout d'agir, mais et d'être sincère. Il faut concrétiser, mesurer et être certain que tout ce que l'on fait a du sens, mais avec une approche d'analyse de cycle de vie complet de tout ce que l'on produit, être certain que notre impact est vraiment positif. Voilà. Il faut être attentif à ça. Merci. Jacques, un mot de conclusion? Moi, je dis penser à long terme, c'est la seule solution. Et je dis à Jean-François qu'on ne dit pas du tout le contraire de ce qu'il dit. Il travaille en effet pour des grands groupes. Et moi, je pense que ce sont les petites structures qui naissent aujourd'hui qui vont faire le changement. Parce qu'elle, elle pense à long terme, elle ne pense pas aux actionnaires de maintenant. Merci. Sébastien, un mot de conclusion? Oui, bon, déjà, je trouve dommage qu'on ne puisse pas partager l'apéro. Non, ça, c'est ça. C'est une des limites. N'oublions pas d'en sourire. Alors, moi, j'ai envie de parler de la stratégie du colibri. Chacun prend sa goutte à son échelle pour aller éteindre l'incendie, puis ça va bien se passer. Par contre, effectivement, moi, pour ajouter, Jean-François, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, il va falloir des choses mais fracassantes, presque, j'ai envie de dire, presque peut-être du domaine de la révolution. Parce que, par exemple, si les Chinois et les Américains ne jouent pas le jeu, ça va être compliqué, tout simplement. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut faire les colibris, que chacun apporte sa goutte. Mais par contre, je pense qu'on va arriver à un moment donné à un effet où il va falloir qu'il se passe quelque chose d'assez stratosphérique pour que ça puisse changer durablement. Ouais. Mais j'ai confiance, par contre. J'ai cru comprendre que vous étiez un éternel optimiste, donc je ne vais pas de soucis. Thierry, un mot de conclusion? Moi, je vais rester dans mon utopie et je vais dire à Sébastien, le jour où tu as un coup de blues, appelle-moi. Et même si je peux comprendre, et pas partager, mais comprendre ce qu'a dit Jean-François, je ne dis pas que c'était une erreur, je peux le comprendre pour le voir de temps en temps malgré tout. Voilà, donc moi je crois qu'il faut y croire, il faut regarder à long terme, c'est vrai, je pense que l'échelle de temps est importante et c'est vrai que les modèles d'entreprise que nous avons ne sont pas des entreprises où on a à rémunérer des actionnaires sur la fin de l'année, donc on a le temps, c'est vrai qu'on a le temps de construire, de bâtir et ça change beaucoup de choses et puis après, continuer à prendre soin des gens. Donc, quand je dis prendre soin des gens, je pense à l'ensemble de nos parties prenantes, naturellement nos collaborateurs. Et dans mon cas, il y a deux types de collaborateurs. Il y a nos bénéficiaires qui sont en rebond vers l'emploi, mais nos permanents, hein, c'est les gens qui font tourner la boutique. Et puis nos clients, partenaires, prospects, et être à leur écoute. Et naturellement, j'oublie toujours dans ces parties prenantes de citer nos financeurs, parce que nous sommes financés. Hein. Et il faut pas les oublier non plus dans ces parties prenantes et donc avoir dans l'esprit qu'on est là aussi pour les servir, leur faire plaisir. Et quand je dis plaisir, c'est pas leur donner de la joie obligatoirement, c'est leur donner du travail, du plaisir à venir au travail, du plaisir à être dans cette action. Voilà. Et je reste utopiste et je pense qu'on a encore dans les mains le pouvoir de changer. Merci beaucoup Thierry. Arnaud, un mot de conclusion? Alors un mot plus un regard scientifique, c'est-à-dire que d'abord j'aime bien le mot d'Agnès qui est la sincérité et je pense que la base même de la RSE là c'est la sincérité, c'est-à-dire que si tu fais pas des choses de façon sincère, ça sert à rien. Si tu dis c'est génial, il faut que je prenne soin de mes collaborateurs, mais que tu peux pas supporter le fait d'avoir quelqu'un dans ton bureau, à un moment donné ça fonctionne pas. Juste par rapport à notre mal français qui est l'autoflagellation et l'idée de dire que de toute façon tout est naze, etc. Moi, je voudrais juste qu'on se pose 2 secondes, qu'on regarde en arrière
et qu'on se rende compte en fait des progrès qu'il y a pu y avoir ces 15-20 dernières années. Encore une fois, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le déchet, par exemple, et que vous parliez à certaines personnes de réemploi, de réutilisation, on vous expliquait qu'il était hors de question d'avoir un produit qui pouvait contenir d'anciens déchets. Et on vous expliquait que le recyclage, surtout, il ne fallait pas en parler, parce que si vous parliez du recyclage, si vous parliez du fait de mettre la matière première secondaire dans un produit neuf, les gens ne l'achèteraient pas et les gens ne l'achetaient pas. Aujourd'hui, un argument de vente, c'est de dire que le produit que vous vendez est un produit qui est constitué d'anciens déchets, de matières premières secondaires et qu'il contient des produits recyclés. Putain, mais en juste 20 ans, imaginez les 20 prochaines années. Merci Arnaud, un trait d'optimisme aussi. Jean-François, le mot de la fin? Je ne sais pas si je suis autorisé pour contredire un petit peu Arnaud, je comprends bien tout ça. Et il faut rester positif. Mais sur les 20 dernières années, le climat s'est réchauffé, la biodiversité se dégrade, les inégalités augmentent. Je ne suis pas bien sûr que tout aille dans le bon sens. En dépit de milliers de petites initiatives qui peuvent être très positives, je ne suis pas bien sûr que ça suffise à mettre l'économie mondiale sur des rails qui rendent le développement véritablement durable. Et donc, quand je dis ça, c'est absolument pas nihiliste. C'est justement avec un gros effort de réalisme, me semble-t-il, qu'on arrivera à faire remonter des véritables décisions à prendre. Si je suis positif, c'est dans ce sens-là. Merci. Merci à toutes et à tous. C'est un thème qui nous a fait plaisir de traiter parce que, pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas, la RSE est un axe de travail, de recherche et aujourd'hui encore plus au sein de TBS. Beaucoup de nos professeurs y sont engagés, beaucoup de nos étudiants y sont sensibles. Nous formons beaucoup sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est une particularité que l'intégralité de nos programmes contient des modules et des actions de RSE. C'est une matière aujourd'hui complètement transverse dans l'intégralité de nos programmes. Et c'est aujourd'hui une réflexion très forte qui se fait au sein de l'école et qui est un axe de recherche très important au sein de TBS. Nous croyons beaucoup en cette politique-là. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. L'enregistrement sera, comme d'habitude, disponible post sur notre site. Et bien évidemment, si jamais vous aviez des questions supplémentaires à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et nous les relayerons vers tous. Merci à toutes et à tous pour ce webinaire. Je souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire. Et en attendant, un bel été. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.